Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie et je suis Saud Paul, un jeune entrepreneur, ingénieur agronome. Je suis ici par rapport à l'appel du docteur Claudel Loubissier. Déjà, son dernier direct, c'était un direct très fort. Et suite à cela, nous avons discuté d'un thème très intéressant. Un thème que je développe depuis plusieurs années avec Monsieur Damas Ira. Déjà, il s'agit du fédéralisme communautaire. Déjà, le thème, c'est fédéralisme communautaire, première étape vers la conquête de la souveraineté africaine. Ce qu'il est important de souligner dans ce thème-là, c'est que en Afrique, nous avons plusieurs problèmes, beaucoup de problèmes, mais je pense que le plus important, c'est le problème de l'organisation. Nous ne sommes pas organisés ici en Afrique. Et les communautés sont de plus en plus faibles, de plus en plus vulnérables. Et cela crée un fouillis, un farfouillis et nous empêche de pouvoir mener à bien une activité de A à Z et pouvoir la pérenniser dans le temps. Pour parler à cela, nous pensons fermement que le fédéralisme communautaire est la solution. Pourquoi je dis cela? Dans l'histoire, nous avons énormément de civilisations qui ont pu émerger, se développer, prospérer grâce au fédéralisme communautaire. Je vais prendre l'exemple d'un pays, troisième puissance économique mondiale, le Japon, qui lui, il se développe. Il a réussi à atteindre ces niveaux de développement, fait peur aux États-Unis pendant la deuxième grande guerre mondiale à cause de son organisation. Cette organisation qui est agencée en clans. Donc nous avons des clans, des tribus qui sont organisés et œuvrent pour le bien de la société. Chaque tribu sont organisées individuellement et organisées collectivement. Et toutes ces tribus sont sous l'autorité d'une entité, d'une institution très puissante qui est l'État. C'est l'État qui est le chef de concert, chef d'orchestre de tout cela, en fait. Bon, ici en Afrique, on n'a pas cela. Je vais encore prendre un autre cas, celui de la Chine, l'Inde. En Inde, on connaît beaucoup de castes. On a des centaines de milliers de castes en Inde. Et c'est grâce à cette organisation en castes que l'Inde a su tirer son épingle du jeu. Parce qu'elle a pu, après avoir terminé avec plusieurs conflits intestins, bon, maintenant, ils se sont organisés. Ils ont vu quelles sont les castes qui ont le plus d'aptitude, le plus de ressources pour faire telle ou telle chose et ils se sont organisés. C'est ainsi que l'Inde a pu atteindre le rang de 5e puissance mondiale. Donc, 5e puissance mondiale sur le plan économique. Bon, mais avant de parler du fédéralisme communautaire qui est à l'échelle globale, je vais parler de quelque chose de plus simple et beaucoup plus individualiste. D'abord, je vais parler de l'homme. L'homme, tout simplement. Pourquoi je vais parler de l'homme? Il est important de souligner que le fédéralisme communautaire ou bien une communauté se base sur un ensemble d'individus qui œuvrent ensemble dans un but commun pour leur suivi, pour leur développement et pour l'épanouissement de leur organisation. C'est pour cela que je veux d'abord parler de l'homme, c'est-à-dire de l'individu, avant de parler de la communauté. L'individu s'organise d'abord et premièrement par sa nature même d'être un homme, c'est-à-dire un animal avec des besoins, avec des envies de nourriture, les besoins primaires d'abord.
c'est-à-dire se nourrir, se reproduire. Ce sont les besoins primaires de l'homme. Ça, ce sont, si on regarde dans notre société actuelle aujourd'hui, on va se rendre compte que le monde tourne autour de ces deux choses-là. Se nourrir et se reproduire. On ne peut pas faire une civilisation si on ne peut pas nourrir et pérenniser la population. Au-delà de cela, nous avons une autre considération qui est le raisonnement, c'est-à-dire le cerveau de l'homme. Parce que l'homme a aussi ça, ce petit quelque chose d'invisible qui lui permet d'avoir un raisonnement, de penser, d'avoir une intention, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir, de pouvoir raisonner pour faire ceci ou cela. Et c'est en cela que l'homme, avec grand H, se différencie des autres animaux. Sauf que ce pouvoir que l'homme possède, qui caractérise l'homme, a des failles, des limites. Ces limites sont à ne pas prendre à la légère. Je vais m'expliquer. Cet esprit mal utilisé, mal compris, peut être à l'origine de moult et moult souffrances. Je vais continuer en disant ceci. Alors, grâce à son esprit, l'homme a su conquérir la matière, a su la dominer et subvenir à ses besoins. Grâce à son esprit, à son pouvoir de raisonner, de comprendre la nature. Sauf que cette évolution bénéficie à une partie de la population. Une partie de la population mondiale, je précise d'abord. Une autre partie qu'on va appeler les faibles. Ceux-là n'ont droit à rien parce qu'ils ne sont rien du point de vue de ceux qui ont tout. Ils ne font rien et ils n'apportent rien. Bon, déjà, en parlant de cet aspect du développement humain qui nous permet de comprendre que l'homme a réussi à dompter la matière, à dompter la nature pour subvenir à ses besoins, pour, entre guillemets, vivre décemment, bien vivre même dans ce que j'appelle l'opulence. Ce mot n'est pas exagéré. Par exemple, je prends le cas de l'Europe. L'Europe qui, 200 millions d'habitants, c'est environ 5% de la population mondiale, mais ils consomment 20% des ressources du monde. Là, vous comprenez que ça, c'est vivre dans l'opulence. L'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. Lorsqu'on fait la somme des PIB des pays africains, on se retrouve au niveau des PIB au PIB de la France. Un seul pays, c'est-à-dire 1,2 milliard d'habitants, réussit à avoir une force économique équivalente à celui de la France, environ 60 millions de personnes. C'est décevant. Et par rapport à ces considérations, en regardant ces chiffres, les Occidentaux se disent, ces gens-là ne méritent pas notre considération. Ils ne peuvent pas parler d'égal à égal avec nous. On ne peut pas se mettre ensemble pour faire ceci ou cela. Vous allez comprendre effectivement que s'ils ne sont pas animés de mauvaises intentions, ils vont toujours et toujours vouloir nous accompagner. Sauf qu'on l'a vu depuis 50 ans, depuis 100 ans, cet accompagnement, cette relation est une relation d'une femme et son violeur. Donc, elle sera toujours là et aura toujours peur de ce qui peut se passer à tout moment.
Avec raison. Parce que depuis le début de la relation, il n'y a que eu des violences, des abus. Il n'y a que eu des, je vais dire, des exagérations dans les relations entre, je vais dire, l'Afrique et les Occidentaux. Ok. L'homme africain, dans le monde actuel, l'homme africain est un homme perdu. Est un homme qui a perdu sa, je vais dire, son essence. La culture africaine est en train d'être perdue. Elle disparaît petit à petit. Petit à petit, l'Afrique s'occidentalise. Les cultures disparaissent. Les valeurs s'évaporent. Au vu de cela, personne ne fait rien parce que la pression économique est si forte. La pression sociale est si forte. L'invasion médiatique des Occidentaux sur notre population jeune est tellement forte que on ne peut rien faire qu'observer, subir et aller dans la direction où, je vais dire, ces prédateurs veulent qu'on aille pour pouvoir mieux nous bouffer. On va prendre des cas, des cas simples. Il y a tellement de scénarios, tellement dans mon domaine qui est l'agronomie. Je peux vous dire que depuis des décennies et des décennies, l'Afrique souffre de cette relation, on va dire, qui n'est pas équitable. Si vous lisez le livre « L'Afrique est mal partie » de René Dumont, vous allez comprendre ce que je dis. René Dumont est un ingénieur agronome, qui a visité, voyagé l'Afrique de Madagascar en Algérie en passant par le Cameroun. Et fort de ces observations, de ces expériences, il a décidé d'écrire un livre. L'Afrique est mal partie. Quand vous lisez ce livre, vous comprenez effectivement dans sa pensée, vu qu'il avait des valeurs socialistes, il comprenait effectivement que la relation, vu que lui c'est un Français, mais la relation, ce qu'il dit, entre l'Afrique et l'Europe et les Occidentaux avec les États-Unis et consorts est très, très, très inégale, inadéquate pour le développement de l'Afrique. Je veux que l'homme africain regarde en face qui il est, ce qu'il représente. Parce que lorsque vous sortez de votre zone de confort, de ce territoire, lorsque vous sortez de votre quartier d'Afrique et que vous arrivez dans un pays étranger, vous allez comprendre effectivement quelle est la place de l'homme africain dans le monde, dans la scène internationale. Elle est minable. Elle ne compte pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a en France, à Paris, un quartier qu'on appelle Château-Rouge et qu'on dit c'est un quartier presque inexistant. On consacre la majorité des forces de l'ordre là-bas pour contenir la communauté africaine, pour qu'elle ne puisse pas sortir de ce quartier, de ce Château Rouge là. On se comprend un peu. On quitte d'ici, de notre Afrique, qui fait 30,4 millions de kilomètres carrés, qui a tellement de terres arables, qui a, je vais dire, dans plusieurs ressources minières, les plus grandes réserves mondiales. C'est pour ça que vous allez entendre catastrophe écologique, catastrophe minière. Vous allez entendre des expressions comme ça pour dire mais ces gens-là, ils ont des ressources naturelles extraordinaires, mais ils n'arrivent pas à se nourrir, ils n'arrivent pas à se vêtir. On coupe un peu le robinet de blé et tout le monde s'agite
tout le monde regarde un peu de partout et les gens parlent, les gens bavardent. C'est déplorable. Il faut bien comprendre ça. C'est très déplorable. Parce que ça veut dire que depuis des années et des années, on ne fait rien. Et je veux que chacun puisse comprendre le contexte. Le contexte. Pourquoi est-ce que le fédéralisme communautaire existe? Lui, il parle même de quoi depuis là? Il dit quoi? Le fédéralisme communautaire, c'est quoi? On va y en venir. Déjà, je vais vous exprimer un peu le contexte. Je disais, avec le désordre, on va dire migratoire, que l'Afrique, notre Afrique, nous les Africains, nous excellons dans l'immigration, nous excellons dans les accès Canada, nous excellons dans les je vais aller en bain, je vais aller en bain, je vais aller en bain. Il faut aller en bain. C'est très, très dangereux là-bas. Tu vas aller en bain, non? Tu vas t'en sortir. Toi, tu regardes tous les jours France 24, on te dit non, c'est bon, tout va bien ici. Mets un peu TF1 à 13h. Je vais dire à midi, pardon, parce qu'on a une heure de décalage. Mets un peu TF1 à 13h, à midi. Ou bien M6. Vous allez comprendre qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Malgré leur puissance de développement, eux-mêmes, ils ont des problèmes. Mais aujourd'hui, on voit quand même, on voit toujours et encore des Africains se déplacer, aller chercher le paradis en bain. Le paradis c'est ici. Le paradis, c'est ici. La preuve, d'abord, lorsque tu es chez toi, premièrement, lorsque tu es chez toi, il y a d'abord quelque chose que tu as et que tu perds dès lors que tu mets un pied à l'extérieur, hors de chez toi et que tu arrives chez les étrangers. C'est ce respect-là, ce petit respect qui caractérise que, en fait, je suis chez moi. Parce que lorsque tu es chez toi, c'est à toi d'arranger ta maison et personne ne peut venir te parler fort. Ou bien te manquer du respect chez toi. Si on te manque du respect chez toi, bon, par rapport aux relations internationales, c'est que tu es faible. Et que tu mérites qu'on te manque du respect, vu que tu ne peux pas faire pression, que ce soit une pression économique, que ce soit une pression militaire, ou bien une pression démographique. Tu ne peux pas dire que tu vas te défendre, en fait. Mais lorsque tu es chez toi, il est important de le souligner, de le comprendre. Tu es d'abord et d'abord digne, respecté. Tu as cette petite forme de respect-là que je n'en vis pas. Je suis chez moi. Et maintenant, c'est à toi d'arranger ta maison. C'est à toi de dire, ma maison doit être comme ceci, comme cela. Mais comme je parlais de l'esprit il y a quelques minutes, l'Africain ne développe pas son esprit dans « il faut que je me sente à l'aise chez moi ». Il faut que je regarde un peu ce qui ne va pas. Je regarde mes stocks de nourriture. Si je tombe malade, je me soigne comment? Comment est-ce que je fais pour me déplacer? Comment est-ce que je fais pour, on va dire, me loger? Comment est-ce que je fais? L'Africain ne se pose pas ce genre de questions. La preuve, tout ce qu'on construit à l'extérieur là, tout ce qu'on construit là, ça avait du ciment, non? Du ciment, le ciment. Qui bénéficie du ciment ici? Si on parle peut-être de ciment cam, comme nous sommes au quartier Cameroun, si on parle de ciment cam, on comprend un peu qui bénéficie. Qui bénéficie vraiment de cette manne-là, parce qu'on construit exclusivement avec du béton. C'est-à-dire un alliage de pierre, de sable, de ciment et d'eau. On construit avec du ciment. Le ciment, c'est l'alliage, quoi, qui permet à tous ces granulats de se mettre ensemble. Moi, c'est Damas Ira. Je suis un jeune entrepreneur. Je fais dans le domaine de l'audiovisuel et plus précisément dans la photographie. Je suis ici actuellement pour vous parler du fédéralisme communautaire. C'est un thème que j'ai eu à proposer au docteur Claudel Nobissi, que je passe un coucou en passant. En
En effet, mon collaborateur vient de développer la thématique, mais sous un angle de... En fait, mon collaborateur a défini ce qu'est le fédéralisme communautaire et a un peu essayé de situer l'homme, principalement l'Africain, dans sa zone géographique. Alors, c'est bien beau de parler du fédéralisme communautaire, mais comment mettre donc tout ça en place? Là est la question. Parce qu'il faudrait avoir une bonne organisation pour que les choses avancent. Je vais vous prendre le cas, par exemple, d'un pays que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. C'est le cas du Rwanda. Alors, s'agissant de la stratégie d'implémentation du fédéralisme communautaire, il faudrait avoir des leaders dans chaque domaine. Ça, c'est d'abord d'un. Ça, c'est très important. Parce que c'est le leader qui va définir ou alors qui va implémenter les différentes actions. Si nous prenons un pays comme le Rwanda, après la guerre qu'il y a eu en 1994, le pays a eu beaucoup de soucis, beaucoup de dommages sur le plan économique, sur le plan structurel, sur le plan moral. Et même au niveau de l'esprit, parce que ceux qui sont partis n'ont pas pu, ils ont tout perdu. Ceux qui sont restés, ils sont aussi également partis. Quand je parle de partis, ils sont tous morts. Et ça fait en sorte que le président de ce pays a eu beaucoup de mal. Pourquoi est-ce que je prends le cas du Rwanda? Parce que le président de ce pays a compris les enjeux de l'Afrique. Il a compris effectivement la nécessité de s'organiser en communauté. C'est vrai que dans ce pays, il n'y a qu'une seule communauté. Ce n'est pas le cas du Cameroun, notre quartier, le Cameroun. Mais je vais y arriver. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est que le président a commencé par mettre de l'ordre, mettre de la propreté, mettre de la transparence, que ce soit sur le terrain ou alors dans l'esprit des gens. Et ce sont des choses élémentaires, mais vitales, parce que si vous n'êtes pas clair d'abord dans votre esprit, vous n'êtes pas dans un environnement propre, dans un environnement sain, si vous n'êtes pas bien organisé, c'est normal que vous allez foutre le bordel, comme on dit souvent. Alors, par rapport à la stratégie d'implémentation, si nous revenons dans notre quartier, le Cameroun, le fédéralisme communautaire s'organise comme suit. À la tête, il y a une institution forte qui prend les décisions centrales. Cette institution est composée de personnes éveillées, de personnes intelligentes, de personnes avisées, de personnes ayant une connaissance de la culture du quartier et de l'Afrique globalement, parce que c'est un concept qui s'applique dans toute l'Afrique globalement. Mais là, nous allons plus spécifier le fédéralisme communautaire par rapport au Cameroun, parce qu'ici, on regroupe plus de 200 ethnies. Alors, si vous avez remarqué, si vous regardez à gauche et à droite, même dans votre quartier, vous allez constater que il y a par exemple un mauvais état des routes. Vous allez constater qu'il y a de l'insalubrité un peu de partout. Vous allez constater que quand vous allez même chez quelqu'un, si vous l'écrivez avant d'arriver chez lui, il va d'abord bien arranger les chez lui avant que vous n'arrivez. Mais si vous arrivez à l'improviste, vous allez constater que vraiment c'est pas évident. Et ce qui... Vous n'avez qu'à suivre mon regard. Beaucoup d'entre nous le font. Puis 80% de la population, vous ne pouvez pas... C'est terrible. Alors, le but principal du fédéralisme communautaire sera maintenant de faire quoi? Sera d'agir d'abord au niveau de la famille. Comment? En éduquant les parents, les parents à leur tour éduqueront les enfants.
ce qui mettra de l'ordre dans chaque famille. Ça, c'est d'abord d'un, parce qu'il faut aller vraiment de la base. Mettre de l'ordre, mettre de la propreté, mettre de la transparence dans les relations et dans tout ce que l'on fait. Et le fédéralisme communautaire agira aussi au niveau des communes, c'est-à-dire quoi, vu que c'est une communauté de personnes, à l'intérieur de la communauté de personnes, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des projets qui seront implémentés sur le plan des arrondissements, c'est-à-dire quoi, vous pouvez arriver, vous pouvez être dans votre quartier et on constate que bon, les routes sont mauvaises. On peut décider, par exemple, de se mettre ensemble et de remplir les routes, ça ne coûte rien, vu que ça fait beaucoup de mal que de bien. Le fédéralisme communautaire agit aussi au niveau de la ville. Parce que si nous revenons au niveau d'abord de la famille, si une famille est bien organisée, si une famille est bien organisée, oui, ça aura un impact sur ce qu'ils font et ça aura un impact sur les autres. Et c'est le même modèle qu'il faudrait répéter pour que les choses aillent dans le bon sens. Généralement, c'est ce qu'on appelle un effet boule de neige. Ça veut dire que quoi? Si chaque personne prend, par exemple la résolution de ne plus jeter les ordures à même le sol, vous allez constater que curieusement, la ville va devenir propre. Et ainsi, au sein de la fédération, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons des techniciens, nous avons des artisans. L'institution à la tête de cette communauté mettra sur pied des ateliers de formation artisanale dans plusieurs domaines pour les enfants. Parce qu'on a constaté aujourd'hui que nos enfants ne savent rien faire. Quelqu'un sort, il a le baccalauréat, arrivé en fac, on lui dit que bon, tu veux faire quoi? Il ne connaît même pas. On est encore obligé de le renvoyer chez le conseiller d'orientation pour qu'il puisse trouver quoi faire. Et c'est terrible. Imaginez que si au sein de notre communauté, il avait été formé par exemple à fabriquer du savon. Tout basique, du savon. Ou alors que cet enfant avait appris à faire de l'électronique. Ça veut dire qu'en sortant même de l'école, il peut ouvrir son atelier et commencer à réparer les appareils des uns et des autres. S'il avait appris par exemple comment faire de l'irrigation, de la jachère, comment est-ce que la culture de la tomate s'effectue, vous verrez qu'il ne manquerait pas quoi faire. Et c'est en ça qu'aide le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire quoi? Mettre cette organisation au service de la communauté. Parce que c'est en fait ça. Hein. Parce que si vous regardez les États-Unis, vous allez arriver, on va dire que oui, les États-Unis, mais quand vous êtes dans un État des États-Unis, les règles sont différentes. Parce que quoi? Dans notre environnement, les choses sont différentes. Le relief est différent, le climat est différent. Lorsque vous arrivez au nord, vous allez voir, le climat est plus désertique. Lorsqu'on descend au niveau du centre, le climat est plus tropical et ainsi de suite. Dans l'implémentation de toutes ces stratégies, au sein de l'institution, nous tenons compte de tout ça. Et c'est quelque chose de vraiment important. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de marcher dans l'eau. On sait que s'il est dans l'eau, il faudrait qu'il nage, qu'il sache nager. C'est un peu de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire quoi, la structuration, la façon dont les choses seront structurées dépendront du relief, du climat, de la culture, de la population qui vit dans ces zones-là. Si nous parlons globalement de l'Afrique, nous verrons que nous verrons que la zone de libre-échange continentale qui avait été initiée depuis bien avant 2017, est une solution, parce que c'est une forme de fédéralisme communautaire, si vous ne le savez pas. C'est-à-dire quoi? C'est vrai qu'on arrive à produire du riz, mais on a besoin de la tomate. Notre voisin produit de la tomate, donc on peut aller se recueillir chez lui, on peut aller prendre la tomate chez lui, et puis on fait l'échange de services. C'est ça le fédéralisme communautaire. C'est pas pour dire que non, vraiment, nous sommes autosuffisants. C'est un peu
je renvoie ces explications au direct du docteur Claudel quand il parlait de l'interdépendance. C'est vrai que tu peux dire que non, tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as tes enfants, mais tu auras toujours besoin des autres. Parce que s'il faut te nourrir, c'est le cultivateur qui te nourrit, c'est pas toi-même qui te nourrit. Et c'est dans la même optique que nous avons prôné, c'est dans la même optique que nous prenons pour le fédéralisme communautaire. S'il faut parler par exemple de l'impact du fédéralisme communautaire, bon, si déjà, allons à la base, si déjà chaque citoyen, prenons juste le cas de la propreté, qu'on ne jette plus un seul ordure par terre, vous allez remarquer que la ville va devenir propre, n'est-ce pas? Si déjà les routes sont bien arrangées, ça va accroître le développement économique du pays. Parce que quelqu'un, s'il avait l'habitude d'arriver en retard au travail, ne va plus arriver en retard. Parce que les routes secondaires seront arrangées, la route sera en état, les voies principales seront désengorgées du fait que la population respecte les règles et les mesures d'hygiène. Au niveau de la famille, les enfants seront plus élevés, beaucoup plus ouverts. C'est en ça donc consiste le fédéralisme communautaire. Nous allons prendre par exemple un exemple courant, le cas de l'huile. Vous avez constaté sans doute que l'huile a augmenté sur le marché. Nous sommes déjà à 1700. Rendez-vous compte que si nous... Bon, je vais vous expliquer de façon terre à terre, n'est-ce pas? On prend l'exemple de Jack. Jack, c'est une personne, il est âgé peut-être de 22 ans ou bien il a 33 ans. Il a sa femme, il a ses enfants. Supposons que Jack manque de l'huile chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? Soit il va aller à la boutique pour acheter de l'huile, soit il va demander directement à son voisin. Mais dans le cadre d'un État, d'un pays, c'est différent. L'impact est différent. Si on enlève de l'huile dans l'État du Cameroun actuellement, il y aura des conséquences énormes, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de l'économie, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan de la société. Vous verrez par exemple, si on retire par exemple l'huile du Cameroun, l'huile, nous utilisons l'huile pour fabriquer le savon. S'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de savon. Nous utilisons l'huile pour badigeonner, pour confectionner même le pain. S'il n'y a plus l'huile, il n'y aura plus de pain. Et s'il n'y a plus de pain, les gens vont mourir de faim. Et si les gens vont mourir de faim, c'est le chaos total. Si il n'y a plus l'huile, déjà Jack ne va pas pouvoir bien manger à la maison. Il va se plaindre à son travail parce que l'huile est chère et il lui faut une augmentation pour pouvoir acheter plus d'huile. Ce qui va entraîner quoi? Le DG, lui, sera obligé aussi d'augmenter le salaire. Et s'il augmente le salaire, il va augmenter le prix des produits qu'il vend sur le marché. C'est ça qui entraîne l'inflation. C'est un peu le cas du blé en Russie. Le blé, c'est un céréale incontournable en fait. C'est le nerf de la guerre. S'il n'y a plus le regarder seulement comment on a augmenté le pain en une journée. 3 jours après, les gens se sont plaints. Imaginez si c'est l'huile qui vient à manquer sur le marché. Ça sera problématique. Maintenant, si Jack n'arrive pas à consommer de l'huile chez lui, il va demander une augmentation. Aline, elle bosse dans un salon de couture, elle n'arrive pas à bien manger, elle va demander une augmentation parce qu'il faut acheter de l'huile. Et quand elle va demander cette augmentation, ça va entraîner une inflation sur le marché, sur les autres produits. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'État n'imprime pas les billets. L'État ne fabrique pas l'argent. Ça veut dire que lorsqu'il y a une dépense à effectuer sur le plan national, c'est nous, la population, qui payons le prix. Oui, oui. Regardez par exemple le cas de la canne. On a dépensé plus de 3 000 milliards de francs. Vous vous rendez compte, 3 000 milliards de francs. C'est pour ça que les choses sont chères sur le marché, parce qu'il faut rembourser les dettes de cette canne. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que c'est une dette qui ne va jamais être remboursée, vu que
plus le temps passe, plus les choses se compliquent. Il y a les guerres à l'ouest du Cameroun. On ne parle pas des exactions répertoriées dans le nord du Cameroun. Avec les Boko Haram, Dieu merci, ça a diminué. Et tout ça, c'est problématique. Voilà pourquoi dans notre communauté, nous voulons nous mettre ensemble pour résoudre les problèmes primaires d'abord. Parce que si les problèmes primaires ne sont pas résolus, nous ne pourrons pas fabriquer par exemple une voiture. Et c'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes ici. Les Occidentaux, ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup de siècles avant de pouvoir fabriquer la voiture, fabriquer les chaises, fabriquer les meubles. Ils ont dépassé ces besoins primaires. Mais nous avons encore ce problème-là. Tant qu'on aura faim, rien ne pourra être fait. Et il y a aussi un phénomène que nous avons constaté, c'est que la communauté Béti au Cameroun risque de disparaître. Ouais. La communauté Béti au Cameroun risque de disparaître parce que si vous regardez un peu le modèle économique de nos frères de l'Ouest Cameroun, vous verrez qu'ils sont organisés en communauté, ils font des tontines, ils se développent, ils font des business, ils quittent le chez eux pour aller faire les business dans les pays, dans les zones de la sous-région. Et ils épousent les filles Béti. Oui, les Bamileke aujourd'hui épousent les filles Béti. En fait, les Bamileke sont un peu comme les Chinois. Ils ont une politique d'expansion. C'est pour ça que vous allez les retrouver partout au Cameroun. Et pourquoi les Bétis vont disparaître? Parce qu'ils sont en train de se détacher de leur culture et ils sont très très mal organisés comparés à nos frères de l'Ouest, que ce soit les anglophones ou dans le pays bamileke. Même nos camarades du Nord, nos frères du Nord, ils sont organisés, mais ils manquent de rigueur dans ce qu'ils font. Par rapport à l'impact du fédéralisme, le fédéralisme communautaire a beaucoup de bénéfices. Comme je l'ai dit, il s'agit d'abord de résoudre les problèmes primaires avant d'attaquer les problèmes secondaires, avant de voir par exemple s'il faut goudronner tout un quartier, refaire les routes, reconstruire les maisons, etc. Donc sur ce, vous devez vous mettre ensemble, c'est très important. Peu importe vos horizons, peu importe votre culture, vous devez vous mettre ensemble pour implémenter des projets. Ça peut être dans votre quartier, vous pouvez être là, vous dites que bon, les voisins, vraiment le savon manque, le savon est devenu cher. Vous pouvez organiser une tontine, une cotisation où vous cotisez pour vous former à faire du savon. Ça va vous aider plus tard. Vous pouvez faire une tontine pour, par exemple, fabriquer du savon après s'être formé. Ça, ce sont les avantages de se mettre ensemble. Globalement, il s'agit un peu de ça. Si vous regardez même le modèle économique de la Chine utilise un peu ce système. Parce que dans la Chine, c'est vrai que la culture est un peu la même partout, mais elle est très bien décentralisée. Je pense que le docteur Claudel a déjà tout dit. Hein. Il faut se mettre ensemble parce qu'ensemble, on est plus puissant. Ça, c'est vrai. Ensemble, on est plus puissant. Les Occidentaux se mettent ensemble pour nous combattre. Mais nous, on veut toujours marcher seul. On dit que non, vraiment, je suis fort, je suis les héros. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut se mettre ensemble pour implémenter de grands projets, pour s'affirmer sur la scène internationale. Pour qu'on nous donne aussi de la valeur. Ça ne sert à rien que tu arrives en Europe, on te traite comme... il y a toujours des actes de racisme qu'on répertorie. Nos frères, quand ils rentrent, certains ne le disent pas, mais d'autres le disent. Tu arrives là-bas, on te dit que non, vraiment, regardez-moi le noir là. Oui, regardez-moi le noir là, c'est vrai. Parce que dans leurs médias, on nous dénigre.
C'est pas ce qu'on nous fait ici. Eux, dans nos médias ici, on dit que non, vraiment, la France est bien, l'Angleterre est bien, la Belgique est bien. Bon, c'est tout à fait légitime, hein, parce que quand vous avez atteint un certain niveau de développement et que vous avez dépassé les besoins primaires, vous avez envie de conquérir les autres. Mais nous, les Africains, devons nous mettre ensemble pour avancer. Merci beaucoup à Damas Ira, mon collaborateur, avec qui j'ai réfléchi sur ce thème depuis déjà plusieurs années. On a maintes et maintes débats et je vous assure que cette conclusion est la conclusion même du développement. Si vous avez encore besoin d'exemples, on va peut-être prendre la communauté américaine. Vous allez entendre quelque chose qui sonne dans vos oreilles. Les germano-américains, les italo-américains, les afro-américains, les hispano-américains. En fait, tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que dans cette Amérique, il y a des communautés qui sont en train de se créer, qui se sont créées depuis des années en fait. Ces communautés sont tellement organisées. C'est-à-dire, dès qu'ils ont une place dans les hautes sphères, ils lancent des cordes à leurs petits et les tirent vers le haut. Si un Italo-américain a une position confortable, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il tire toute la communauté italienne en Amérique. Si un Afro-américain a une position confortable, il améliore les conditions de vie de sa communauté. Parce que depuis qu'il est petit, depuis qu'il est enfant, il a grandi dans une communauté, celle dite afro-américaine, celle dite italo-américaine. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Parce que oui, il y a l'État américain, il y a même les États, puisque l'Amérique c'est un État fédéral. Il y a l'État américain et puis il y a ces petits groupes-là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'homme d'abord, a besoin d'évoluer en clan. L'homme a besoin de se mettre ensemble pour faire ceci, cela. Il a besoin de se réunir, l'homme, pour bâtir, pour faire quelque chose, pour évoluer, pour progresser, pour devenir. L'homme a besoin de l'autre. L'homme a toujours besoin d'autrui. C'est pour ça que la notion d'autrui existe. C'est pour cela que cette notion existe, en fait. Parlant du fédéralisme communautaire en Afrique, c'est très simple. Vous pouvez vous organiser chez vous. Vous pouvez vous organiser dans votre localité et dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous pouvez vous organiser pour faire telle ou telle chose, selon vos besoins, selon vos capacités, selon vos caractéristiques. Ce qu'une communauté peut faire dans le nord du Cameroun, une communauté dans le sud du Cameroun ne peut pas le faire. Il y a aussi le climat qui est en jeu. Donc, selon vos capacités, selon vos affinités, selon vos moyens, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez le faire. Vous êtes en Mozambique, vous pouvez le faire. Vous êtes en Éthiopie, vous pouvez le faire. Vous êtes au Kenya, vous pouvez le faire. Au Ghana, etc., etc. Nous, les Africains, en général, Afrique francophone en particulier, il est temps pour nous de regarder avant de mettre le pied. Il est temps pour nous de tâter avant d'affermir nos repas. Dans cette optique, nous avons pensé que il est beaucoup plus intéressant que ce mouvement soit encadré. Si ce mouvement doit être encadré, ce n'est pas une institution extrêmement forte, extrêmement puissante, qui va piloter l'ensemble des communautés, leur donner un cahier de charges, les aider, les accompagner à avancer. Comme mon collaborateur vous a expliqué, vous êtes organisé en communauté et vous pouvez faire différentes choses. Si dans une communauté, nous avons un spécialiste d'un domaine, ce spécialiste-là peut sacrifier
1 heure, 2 heures, 3 heures de son temps par semaine pour former les enfants de cette communauté dans son domaine. Donc, ça veut dire quoi? Si un enfant qui va à l'école, il fait peut-être classe de 5e, il va à l'école et une fois par semaine, pendant 2 ou 3 heures, il va au cours de ce spécialiste dans son domaine-là. Ça peut être un maçon, ça peut être un agriculteur, ça peut être un électronicien, ça peut être un coiffeur. Cet enfant-là va apprendre pendant 2-3 heures. Que ce soit cours théorique ou cours pratique, cet enfant va gagner quelque chose. Si ce n'est que dans ça qu'il étudie, qu'il se fait former, pendant cette minable, mais pas négligeable, 3 heures par semaine, 16 heures cumulées, jusqu'à ce qu'il atteigne ses 17-18 ans et à son bac, je vous assure, il sera vraiment très performant dans son domaine. On le voit partout, même en Chine, on le voit. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. On voit ça en Chine. Il y a un courant de pensée qui dit ces calculatrices ont été faites par des enfants de la CIL. Vraiment, c'est pathétique, hein? On se met à rire. Nous aussi, nous pouvons le faire. Qu'il y a quoi d'impressionnant là-dedans? Imaginez seulement que dans cette ville, on dit, bon, l'institution veut mettre sur pied une usine de montage d'appareils électroniques. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des lave-linges, ça peut être des lave-vaisselle, ça peut être des radios, des écouteurs Bluetooth ou bien encore des enceintes connectées. Il y a bien dit usine de montage. Les enfants qui ont appris pendant leur cycle secondaire et qui sont déjà aptes, qui ont une notion en électronique et qui peuvent déjà faire quelque chose, ils iront travailler dans cette usine-là. Lorsqu'ils vont travailler dans cette usine, ils vont produire de la valeur, vu qu'ils feront partie des moyens de production. Ils seront rémunérés. C'est-à-dire quoi? Donc, comme il sort là, il va y travailler directement. Il est déjà rémunéré. Il peut subvenir à ses besoins. Il peut, s'il le veut, prendre son indépendance, se responsabiliser. Tout ça grâce à quoi? À la communauté. Puisqu'il a bénéficié d'une formation subventionnée par l'institution. L'institution qui elle-même vit grâce aux communautés. Parce que comme l'a dit mon collaborateur, la tontine n'est pas que argent. La tontine est aussi culture, rassemblement. La tontine est aussi histoire de réseautage. Parce que beaucoup, ils sont très nombreux ici à avoir trouvé un emploi, à avoir trouvé un job, à avoir gagné un marché à cause de la tontine ou grâce à la tontine. Parce qu'il fait partie d'une tontine, un membre de la tontine a un problème, il dit bon, j'ai besoin de ceci et de cela, tu te prononces, je peux faire ça. Et directement, il a trouvé un travail. Cela sera aussi dans le fédéralisme communautaire, cette institution-là, cette institution qui va disposer de plusieurs communautés, possédera un réseau fort, puissant, de plusieurs personnes. Ces personnes pourront œuvrer selon le cahier des charges de l'institution pour faire des activités concrètes, une production concrète et pour peser plus tard dans la scène internationale parce qu'il y aura des projets structurants. Des projets dans des secteurs stratégiques. Mais c'est les petits efforts que les communautés vont faire qui va pouvoir nous permettre d'atteindre cela. Comme on dit, la somme des détails forme le solide. On dit, le lion c'est le roi de la jungle, mais il a besoin d'une troupe pour exister. Bien sûr. Les scorpions évoluent en colonie. Les poissons se déplacent en banc. Il faut comprendre la nécessité de se mettre ensemble. Il faut bien comprendre la nécessité de se mettre ensemble. De prendre l'ego et mettre de côté. Parce que si on insulte un Africain en Europe, c'est nous tous qu'on a insulté. Si on nous minimise, si on met en exergue notre bêtise, notre indifférence à la douleur, notre indifférence face
à la pauvreté et à l'anarchie. C'est nous tous, toute notre espèce, que nous sommes en train d'insulter. Et je veux que chacun se lève et dise non, ça doit s'arrêter maintenant. Mais c'est les petits efforts qui vont nous permettre de faire de grandes choses, effectivement. Pour construire un bâtiment, ça prend du temps. Pierre après pierre, brique après brique, on arrive à faire un mur. Mur après mur, on arrive à faire un enclos. Poteau après poteau, dalle après dalle, on fait un bâtiment. C'est un peu ça, c'est un peu de ça dont il est question. Et l'égocentrisme, l'ego africain, il est nul. C'est un peu comme l'orgueil de la femme. L'ego africain, il est nul. Lorsque la femme est orgueilleuse, oui, je suis orgueilleuse, je suis une femme et tout. Dès qu'elle a son premier enfant, boum, c'est fini. L'orgueil africain, c'est dans le vide, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que l'orgueil africain n'aide pas les Africains. On est orgueilleux lorsqu'on dit effectivement, nous pouvons produire un ensemble de choses. Nous pouvons nous habiller, nous vêtir, subvenir à nos besoins, nous soigner, nous loger, nous déplacer. On peut faire cela. Mais on ne va pas le faire en un jour. Il faut bien le comprendre. On ne va pas le faire en un jour. Donc, j'invite, je lance un appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre dans cette aventure-là, parce que je sais qu'on peut faire quelque chose. Je sais que nous pouvons le faire. Donc, j'invite tous ceux qui veulent nous rejoindre à nous contacter sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous contacter pour rejoindre l'aventure. Parce que le fédéralisme communautaire n'est pas que un thème platonique. C'est une idéologie qui va faire bouger, qui va faire avancer les choses. C'est une idéologie qui va permettre, en se basant sur des valeurs sûres, des valeurs saines, de faire, d'être, de pouvoir, et non plus seulement de bavarder. Oui. Donc, si toi, tu veux nous rejoindre, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire. Vous nous contactez juste et vous allez faire partie d'une grande communauté de personnes qui ont décidé de mettre leur ego de côté, de réfléchir, de travailler ensemble pour que nos descendants, nos enfants puissent dire « Je suis africain, je vis en Afrique et je suis fier d'être en Afrique. » Effectivement. Vous serez surpris du nombre de projets, vous serez surpris du nombre de détails qu'on n'a pas mis ici, vu pour des soucis de confidentialité. Parce que le vrai débat, c'est sur le terrain. Le vrai débat, c'est en travaillant. Le vrai débat, c'est au champ, c'est à l'usine. Le vrai débat, c'est dans l'action. Si toi, tu es un vrai débatteur, tu veux entrer dans ce débat, rejoins-nous. Fais-nous signe, contacte-nous. Ainsi, tu pourras entrer dans l'aventure. Tu pourras dire, ou bien, vu que ton nom restera, ton nom te survivra. Parce que l'Afrique va se rappeler que telle personne a participé à la révolution, telle personne a participé au mouvement du fédéralisme communautaire. Donc, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, partager et nous suivre. Continuez à nous suivre. C'était Paul So, merci. NRC, le monde à notre porte.